Alors, je vous propose de reprendre donc, pour cette dernière partie de journée avec la présentation de 3 retours d'expérience études de cas. On commence avec une intervention donc, de Christine Riquier-Bouclé, conservatrice restauratrice d'objets archéologiques et consultante en conservation préventive, qui va nous parler de Bibract et d'une mission externalité de collecte et de suivi des mesures climatiques dans les réserves. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du Centre de conservation et d'études de Bibract sous l'aspect de la collecte des données et de l'analyse. Donc, Bibract est situé, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, est situé près du Mont-Beuvray, dans le parc du Morvan, à Glu-en-Glen. Vous avez ici une capture d'écran du site internet qui est très très bien fait. Donc, Bibract, c'est un site archéologique majeur, un musée que je vous recommande d'aller visiter parce que c'est vraiment un super musée hyper pédagogique, et un centre d'archéologie européen qui comprend une bibliothèque vraiment très grande, des espaces de travail, des laboratoires et des réserves. Et au sein de ces réserves, il y a le SRA qui a pu installer son centre de conservation et d'études. Donc, une petite vue aérienne du CCE, qui est implanté, donc, ce que je vous disais, dans le centre archéologique européen. Donc, ce centre a été étendu en 2012. Et le CCE prend sa place, là c'est entouré en jaune. Donc vous remarquez qu'en fait, toute la partie extension et toute la partie des réserves est enterrée. Il y a 2 niveaux, un niveau en rez-de-chaussée pour le CCE et un niveau premier étage pour le PCC, mais c'est bien dans la zone que j'ai entourée en jaune. Donc d'extérieur, on ne voit pratiquement pas les réserves, elles sont vraiment complètement enterrées. Et c'est exposé plein sud. Pour ce qui est du plan, donc je vous ai resitué en gris en haut l'implantation du CCE. Donc le CCE comporte plusieurs espaces. Le bureau, un sas en rose qui sert à la fois de salle de réception pour les BAM, biens archéologiques mobiliers, et qui sert aussi de quarantaine. Et au-dessus, on a une mezzanine pour la documentation archéologique. Puis on a une grande nef qui est une réserve générale qui fait 700 mètres carrés. Et ensuite, on a la salle métal, salle sèche, qui fait 105 mètres carrés en bleu plus foncé. Le tout à une hauteur sous plafond de 2,60 m. C'est pas très haut. Et tout de suite, vous remarquez, enfin, pour ceux qui ont l'habitude, je pense qu'il n'y avait pas à l'époque de la construction de prévu une salle stable pour ce qu'on appelle les matériaux organiques ou une salle humide. Donc, en fait, ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait pensé la nef comme une réserve, plutôt en réserve stable, les fameux 50-60% d'humidité relative. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce CCE ? On trouve des racks pour le lapidaire. Dans la réserve générale, des rayonnages fixes dans lesquels il y a des caisses avec du mobilier archéologique de type verre et autres matériaux. Des rayonnages mobiles pour ce qui est céramique, faune, donc du classique archéologique. Et puis, on a dans la réserve sèche des rayonnages mobiles. Et donc une petite photo pour vous montrer la partie salle de réception et au-dessus la mezzanine avec la partie documentation. Pour ce qui est des équipements de traitement du climat, alors là, on a une grande CTA, centrale de traitement d'air. C'est le grand qui arrive, là c'est en vert, hein, donc qui arrive de l'extérieur, qui traverse toute la nef, et une récupération qui est la flèche en orange, qui va extraire l'air de cette grande réserve. Il y a la salle sèche qui, elle, reçoit du renouvellement d'air depuis la CTA en vert. Elle est également pourvue d'un déshumidificateur et en bleu, un chauffage indépendant.
Je ne parlerai pas de la partie documentation, parce que la partie documentation, elle est rattachée à la partie bureau, et donc la centrale de traitement d'air, elle est avec les espaces de travail. Donc je vais me concentrer uniquement sur cette partie-là du CCE, c'est-à-dire la grande salle et la partie salle métal. Dans ce CCE de Bibracte, en fait, dans le secteur, il y a aussi un risque radon. Le risque radon, il est classé en zone 3, c'est-à-dire un risque significatif. Et en fait, une exposition prolongée au radon entraîne des risques de cancer du poumon. Et donc, il faut prendre des mesures particulières. Et il s'est avéré qu'au musée, dans les années 95, et puis ensuite dans le CCE, ce taux de radon a excédé la barre des 300 becquerels par mètre cube, qui est la mesure qui déclenche ensuite des mesures, qui doit déclencher des mesures de remédiation. Donc, au sein du CCE, il y a dû y avoir des mesures de remédiation spécifiques pour pouvoir abaisser ce taux de radon. Et donc, ça consiste, c'est pour ça que je vous ai mis un petit schéma. Si vous tapez musée Bibracte radon, vous tomberez sur un article en ligne sur lequel il y a les schémas et toutes les explications. Et donc ça consiste juste en faisant des puisards sous le sol du CCE, ventilés, et puis il y a des tuyaux qui font remonter le radon et qui l'éjectent à l'extérieur. Donc je vous ai montré, j'ai mis quelques photos intérieur, extérieur. Hein, c'est une ventilation, mais en fait une ventilation du sous-sol, avec des saignées qui ont été faites dans le sol pour pouvoir faire ces remédiations qui étaient nécessaires. Donc tout ça est bouché, mais quand même, ça a un impact important, c'est que en fait, le taux de renouvellement d'air dans ce CCE ou dans le musée doit être plus important que celui qui est généralement préconisé, puisqu'il faut pouvoir évacuer le radon. Donc, j'ai été sollicitée, vous voyez les noms des personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont sollicité. Donc, Violaine Bresson, qui est conservatrice du patrimoine et qui travaille au SRA de Bourgogne-Franche-Comté, et elle est chargée de la gestion et de la valorisation des DSA, données scientifiques de l'archéologie. Et Florence Denner, qui est venue un petit peu plus tard, et elle est régisseuse du CCE, et elle, par contre, elle appartient à l'EPCC, donc en fait, elle est sur place tout le temps, tandis que Violaine, comme elle est en charge de toutes les zones où il y a des données scientifiques, donc des DSA, elle n'était pas toujours facilement sur place. Donc, mais quand même, elles se sont bien rendues compte, et Violaine particulièrement au début, s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème de climat dans ces réserves, parce qu'elle voyait qu'il y avait des variations fortes d'humidité, une humidité trop importante dans une partie de l'année, des difficultés à réguler même en salle sèche, et puis des problèmes de climat dans la réserve de documentation. Je n'en parlerai pas, mais il y avait aussi des problèmes de climat et d'empoussièrement dans la réserve de la documentation. Et puis, il manquait quand même une réserve à climat contrôlé pour ce qu'on appelle humide ou stable, c'est-à-dire la tabletterie, les ossements, le verre irisé, les objets qui ont été restaurés, et donc qui comportent du plâtre, de la colle. Et donc même si c'est des céramiques restaurées, on va les mettre plutôt dans une réserve à climat stable pour préserver tous les matériaux de restauration. Donc voilà l'état des lieux pour lesquels on m'a sollicité. Et effectivement, voilà ce dont Violaine disposait pour m'alerter et constater qu'il y avait un problème. En fait, il y a des sondes avec des mesures, un système centralisé au sein du CCE, mais on lui restituait uniquement ça, c'est-à-dire un fichier PDF avec uniquement l'hygrométrie, une sortie mensuelle et des mesures toutes les 4 heures, c'est-à-dire 6 points par jour uniquement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà quand on a ça? On peut dire qu'il y a effectivement des variations importantes d'humidité relative.
qui a des plages climatiques difficiles à respecter. Je vous ai mis des petits traits pour qu'on les voit on les voit mieux. Et puis, il y a une régulation de l'humidité relative qui est au moins présente dans la réserve sèche, puisqu'on voit que quand même la réserve sèche qui est en bleu en bas, même si elle a des variations, elles sont dans une gamme d'humidité relative plus basse. Donc, voilà les lignes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait qui nous manque? Il nous manque des informations sur la température. Est-ce que la température varie en même temps que l'humidité? Je ne peux pas le dire, on ne sait pas. Il nous manque des mesures plus rapprochées. 6 mesures par jour, c'est comme l'a très bien montré tout à l'heure Jocelyn, ça manque. Je ne sais pas ce qui se passe la nuit, je sais pas, donc c'est trop espacé. Il y a une période d'enregistrement qui n'est pas assez longue. Il me faut quelque chose de plus long, là c'est sur 1 mois, c'est difficile d'exploiter. Et il me manque la référence du climat extérieur, je ne sais pas ce qui se passe dehors, donc il y a des variations dedans, mais elles correspondent à quoi? Et enfin, comme Jocelyn l'a dit, format des données, PDF, je ne peux pas faire grand-chose avec. Donc, déjà, je suis allée voir la personne qui faisait ces rapports. Et il s'avère que le système centralisé permet d'exporter les données, sauf que la personne n'avait pas été formée sur le logiciel. Donc, il ne pouvait pas savoir que ça existait puisqu'on ne lui avait pas dit ni indiqué. Donc, j'ai déjà pu récupérer une certaine série de données, et ce qui m'a permis de regarder sur à peu près 1 an, 10 mois, ce que pouvait donner sur le long terme c'est cette humidité et ces données. Donc, on voit tout de suite qu'on a une variation saisonnière qu'on ne voyait pas à l'échelle d'1 mois. Et les étoiles que j'ai mises, c'est pour vous représenter quand est-ce qu'on coupe le chauffage. Et donc, coupure de chauffage, et comme on l'a dit ce matin, température baisse, humidité monte. Donc, on coupe le chauffage au printemps, vous le savez tous, et là, on est en train de le vivre en automne aussi. On n'a pas encore remis le chauffage, on hésite. Dans nos institutions, le chauffage n'est pas remis, on se les gèle. Et les collections aussi, on voit le taux d'humidité qui remonte. Donc voilà. Donc là, on a déjà un tout petit peu plus d'infos. Et on va aller chercher un peu plus loin. Et donc, moi, je vous présente un capteur, c'est le capteur Roots des archéologues. Donc, l'équipe s'est dotée de ces capteurs dès 2021. Et en fait, c'est un capteur, vous voyez tout de suite, si vous regardez le prix, il a 65 € à peine, TTC. C'est intéressant parce qu'il est robuste. Bon, il a d'abord des caractéristiques. Donc, il a une précision de 3,5% en humidité relative, une bonne précision en température. Et pour l'usage que j'en fais généralement, ça me convient parfaitement. Je l'utilise sur une durée relativement courte, 1 an maximum. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, c'est un capteur robuste, qui n'est pas très cher, qui est livré avec le câble logiciel et la housse. Donc, pour le prix, je ne suis pas représentante de chez Trotec, mais je trouvais ça intéressant aussi, c'est que moi, j'ai des interlocuteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous non plus, mais voilà. Et en fait, on achète le capteur et on a tout avec, le logiciel, le câble, on a tout. Et à chaque fois qu'on achète un capteur, on récupère un câble, le logiciel, on a tout. Donc ça, c'était pas mal. L'interface est très simple, on peut faire de l'export Excel et il est assez facile de trouver la pile. Donc ça, c'était pas mal. Après, dans les contraintes, en fait, pourquoi il n'est pas cher? Parce qu'il faut aller appuyer sur le bouton pour voir soit l'humidité, soit la température. Qu'on le décharge via un câble USB, qu'il est objectivement jaune, c'est pas très discret dans une vitrine. Bon, voilà. Par contre, on le repère bien dans la réserve. Et il a une taille... Voilà, il tient dans la main, mais c'est pas un petit capteur. Donc, pour le job que je lui demande, moi, ça me va parfaitement bien. Et la plupart du temps, ça convient parfaitement. D'autant plus que pour le prix un capteur plus performant, je peux en acheter 3.
ça permet de lancer une étude et ensuite, effectivement, comme Jocelyn l'a dit, c'est de réfléchir à quel prix je mets, pour quel endroit et quel type de capteur dont je vais avoir vraiment besoin. Là, ça permet de faire une réflexion ensuite plus éclairée. Et donc, la première campagne de mesure qui a été faite par l'équipe, voilà ce que ça donne. Donc, dès 2021, c'est entre novembre et janvier 2021. Et là, j'ai des températures. Et là, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, les températures sont super stables. C'est l'hiver, il y a du chauffage. Mais les températures sont très, très stables. On est autour de... quoi, 15, 16 degrés ou 20 degrés, ça va dépendre des salles. Mais vous voyez, on est dans 95% du temps, on est dans une fourchette de 2 à 3 degrés, pas plus. Donc très très stable. Et en revanche, j'ai une variation très importante de l'humidité relative. Donc là, je peux commencer à réfléchir. Est-ce que je vais aller chercher comme information complémentaire pour comprendre? J'ai enregistré certes des données, mais maintenant il va falloir comprendre ce qui se passe. Le premier réflexe, j'ai été chercher sur Météo France les informations de température extérieure et de précipitations. Et là, vous voyez qu'il y a des pics d'humidité qui m'ont l'air quand même un peu correspondre à des pics de pluie. Bon, donc voilà. Donc, des informations complémentaires à juste la base de mes courbes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a été mettre un capteur dehors. Mais comme on avait l'indice qu'il se passait quelque chose entre dedans et dehors, j'ai demandé à ce qu'on coupe la CTA. Régulièrement, j'interviens dans des institutions où en fait, il s'avère que souvent, il fait aussi humide dedans que dehors et qu'il y a les mêmes variations dedans que dehors. C'est un indice très fort que la CTA souffle trop et que l'air qui est injecté n'est pas assez bien traité. Donc, pour vérifier cette hypothèse, je demande qu'on coupe la CTA. Pas très longtemps, mais qu'on la coupe pour qu'on puisse avoir une idée de ce que vaut le bâtiment sans CTA, sans aération, sans rien. Pour avoir une idée de l'inertie naturelle du bâtiment. Et donc là, vous voyez, on a coupé la CTA. Ici, c'est que la courbe d'humidité relative. Vous voyez qu'en métal, mon déshumidificateur continue à travailler et que, en fait, j'ai presque plus de... Enfin, c'est très, très stable. Pour ce qui est des autres salles, j'ai des variations. Et vous avez en gris le capteur extérieur. Et que les variations, elles suivent pas mal le capteur extérieur. Et donc, ça veut dire que dans ma grande salle, j'ai quand même une introduction d'air extérieur. Mais parce qu'en fait, j'ai un énorme tuyau qui traverse toute la salle. Donc, en fait, j'ai une inertie dans le tuyau avec de l'air froid dans le tuyau qui fait que ça va impacter le climat. Mais dans ma salle sèche, j'ai un climat qui est tout à fait valable. Et on a remis la CTA. Et donc là, moi, j'ai l'indice de quand est-ce que j'ai remis la CTA. J'ai la date. Et on voit tout de suite qu'on a la CTA qui est remise en route. On a l'injection de l'air de la CTA aussi dans la salle sèche pour l'aération. Et là, on voit que tout de suite, la CTA, elle impacte sur mes données. Ce qui est important, c'est pour ce qui est l'acquisition des données. Là, moi, je vais parler vraiment, je ne vous fais pas des interprétations sur le climat trop poussé. Je m'arrête sur l'interprétation des données. Ce qui est important, c'est que moi, si j'ai une courbe sans avoir la flèche bleue qui me dit quand est-ce que la CTA a été remise en marche, je ne peux rien faire de ces données. Je peux dire, il s'est passé quelque chose tel jour. Et je constate que les conséquences ont été ça. Des variations plus importantes. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Si je n'ai pas l'information sur place et si personne n'a noté ce qui s'est passé, mes données ne sont que très partiellement exploitables. Pareil, vous avez là les petites courbes en bas avec la température, il y a une petite flèche, puis il y a des petites pointes là. En fait, c'est la date à laquelle les capteurs ont été relevés.
Et donc, ça a impacté, puisqu'on a pris le capteur, on l'a amené dans le bureau avec l'ordinateur, on a branché, on a déchargé, puis on a été le remettre. Donc, le temps de faire cette manip, toute la température est remontée. Si la personne qui fait ça ne note pas quand est-ce qu'elle a fait cette opération, on peut avoir vraiment une interprétation erronée. Donc, les premières conclusions de cette première phase d'étude ont été qu'il y avait un apport d'air neuf trop important et trop humide, que la température était relativement bien maîtrisée, que le climat de la nef est donc difficilement contrôlable, puisqu'on a vu qu'on enlève, on remet, c'est difficilement contrôlable. Et en conclusion de cette partie, c'est qu'on va créer une réserve stable, plus petite, plus facile à contrôler dans les espaces. Le climat de la réserve métal est maîtrisé grâce à un déshumidificateur et au chauffage, mais il faut baisser l'apport d'air extérieur pour mieux le maîtriser, puisque vous avez vu que c'était parti en... Donc le taux de radon, par contre, est à surveiller, parce qu'il impose un taux de renouvellement d'air. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié, qui est hyper important, c'est que pendant que la coupure, toute la coupure, j'avais mis en rouge en plus, pendant toute la coupure, on a observé le taux de radon qui était en train de s'élever. Donc là, ça veut dire que, et c'est important de l'avoir noté, et ça, c'est pas mes capteurs climatiques qui vont me le dire. Donc c'est important, c'est un facteur important qui a été noté. Et en fait, on se dit que il va falloir faire quand même très attention aussi au taux de radon, avec un renouvellement d'air qui va être probablement plus important, en tout cas plus important que celui qu'il y avait quand on avait coupé la CTA, puisqu'on a vu le radon qui remontait. Et puis, donc, ça veut dire qu'on va mettre en place un journal. Un journal qui sert à quoi? À noter le taux de radon, à noter la température et l'humidité. En plus de l'enregistrement, on voit visuellement, on les voit, la température et l'humidité. Et donc, exactement comme l'a dit Jocelyn, c'est toutes les semaines, donc je vais vous montrer un extrait du journal, toutes les semaines, on va relever la température, l'humidité sur les capteurs qui continuent à enregistrer. De temps en temps, on va décharger. Et on va aussi noter on va noter les événements qui sont particuliers. Des panne de chauffage, mise en route de chauffage, coupure du chauffage, panne de ceci, panne de cela, porte oubliée parce que, je sais pas moi, il y a eu une livraison et puis la personne, la responsable, elle a été appelée ailleurs et puis la porte, elle est restée ouverte, la porte de la réserve, elle est restée ouverte pendant un moment, ça impacte le climat. Et moi, je ne peux pas le savoir. Et vous ne pouvez pas le savoir si vous déchargez, je ne sais pas moi, tous les 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois, 2 mois et demi, tel jour à telle heure, et que vous voyez qu'il y a des dérives, vous ne pouvez pas le savoir. J'ai ajouté un autre élément. Puisqu'on avait un enjeu de débit d'air à cause du radon, à mes données climatiques, j'ai aussi fait une mesure avec un anémomètre de la vitesse de l'air qui sortait des bouches. Il y a un calcul, puisqu'on a des calculs de renouvellement d'air dans les réserves, qui fait que donc je dois être à 0,03 volume d'air par heure. Donc j'ai ramené ça au volume de la salle et j'ai mesuré. Je me suis aperçue qu'en fait, on était à entre 6 et 7 fois trop important. Le renouvellement trop important. Ce qui fait qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec 10 déshumidificateurs et tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc là, ça veut dire qu'ensuite, puisqu'on avait décidé de séparer la réserve métal et la réserve métal qui fait plus de 100 mètres carrés en deux pour faire une plus petite réserve métal et une réserve stable, j'ai calculé en fait les surfaces et les volumes de chacune des salles et quel diamètre devait avoir le tuyau d'arrivée d'air neuf en fonction de la vitesse d'air de la machine qu'on avait baissée au minimum pour que, en fait, on puisse calculer, on puisse savoir quel était à minima le diamètre qu'on devait avoir d'introduction d'air neuf
pour le renouvellement d'air en prenant les données disponibles de la CTA. Donc voilà, juste un petit schéma, un plan du projet et de la réalisation de cette réserve Compactus à Compactus. Il y avait une grande allée, donc c'était confortable parce qu'on a vraiment pu couper en deux et avoir 2 allées dans chacun des espaces. Et là, pour le radon, j'ai pris en compte donc l'introduction d'air neuf. Les grandes flèches que vous voyez, c'est parce qu'en fait, on a mis les petits... Je sais pas si je peux faire comme ça. Oui. Ici, non, vous voyez pas ma souris là. Non, ok. Donc là, c'est des ventilateurs, des brasseurs d'air, qui en fait ont pour objectif, puisqu'on est aussi dans des compactus, d'aller brasser l'air. Donc, j'ai diminué l'introduction d'air, de renouvellement d'air. Mon souci était de pouvoir évacuer quand même l'air qui se charge de radon. Et donc, comme il se charge de radon, j'ai fait mettre des ventilateurs que vous voyez là, des brasseurs d'air, qui ont pour objectif de rabattre l'air. Et là, on a toujours des extracteurs d'air dans chacune. Donc, on a dupliqué le système de la salle métal vers le système de la salle stable pour avoir 2 espaces avec un renouvellement d'air. Et donc, ça donne, en fait, par exemple, la salle métal. Voilà ce que j'ai reçu. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et grâce au journal qui tient compte, et donc, toutes les semaines, on relève taux d'humidité, taux de température, et puis en rouge quand ça dépasse, plus un onglet radon, avec pareil en rouge quand ça dépasse. Et en fait, grâce au journal, je sais qu'en début, ça dépassait la plage visée, mais parce que le déshumidificateur était en panne. Ensuite, il y a eu une fuite d'eau dans la salle d'à côté, donc ça a impacté sur le climat. Le volume d'air neuf a été vraiment baissé, vous voyez, on a fait un petit trou. Par contre, on a observé dans le journal que le radon augmentait. Donc, on a fait un 2e trou pour augmenter le taux de renouvellement d'air, mais pas... voilà, et puis, on a vu que le taux de radon se stoppait et qu'on était dans la bonne plage. Donc voilà, c'est bon. Et donc, un autre exemple, ça c'est dans la salle stable où en fait c'était trop sec et puis vous voyez une panne de chauffage et c'est revenu, donc on est en humide. Et voilà, pour conclure, il suffit pas d'avoir des données climatiques, il faut aussi les rattacher à des événements précis et qu'il faut mettre dans un journal. Ça paraît fastidieux, mais c'est hyper important parce qu'en fait, comme ça, quand il y a des dérives et des événements bizarres sur vos courbes, vous pouvez les rattacher à quelque chose de concret. Et en plus, c'est important parce qu'en fait, les équipes qui sont sur place et qui font les relevés, elles s'impliquent et elles voient « Ah, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» et peuvent aller voir si vous les avez formés, vous leur avez montré qu'il y a un déshumidificateur. Voilà, elles peuvent aller voir si le déshumidificateur est en défaut ou autre et alerter tout de suite. Mais en tout cas, on ne fait pas à l'aveugle des enregistrements. Les enregistrements, ils sont toujours reliés à des événements. Voilà, parce que j'ai un peu débordé. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christine. Je passe la parole maintenant à Valérie Luquet, donc conservatrice restauratrice du patrimoine spécialité art graphique et responsable des réserves des musées de la conservation préventive au pôle muséal de Marseille. Et tu vas nous parler du choix du système de suivi climatique en LoRaWAN pour les... Ah, tu me laisses peut-être... Oui, je devrais être en capacité de le faire. Oui, c'est bon. Ouais. Super. Bonjour.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, je vais vous présenter un petit peu comment on s'est dirigé vers le LoRaWAM pour les établissements patrimoniaux de Marseille, en accord avec la DSI. Et donc je remercie Monsieur Clément Tessier, qui est chef de projet études et développement des systèmes d'information à la DSI de la ville de Marseille, qui est un informaticien génial, qui a compris tout de suite nos besoins, qui est hyper investi et qui m'a beaucoup aidé pour faire ce PowerPoint. Donc, en fait, notre demande s'est regroupée avec celle du Muséum de Marseille, qui avait un besoin similaire au nôtre d'études de mise en place d'un suivi climatique pour étudier le climat de nos réserves ou de nos espaces. Donc moi, je m'occupe des réserves. On a 2 sites, un à la Belle de Mai, principal de 6 000 m² de réserve, et un autre un petit peu plus loin dans le quartier Gay-Lussac, de 4 000 m², qui est plutôt une réserve archéo ou alors gros volume d'art contemporain. Donc, et le muséum, lui, est installé dans un bâtiment historique au Palais Longchamp, et ces réserves sont au même endroit que nous, à Gay-Lussac, mais des locaux un petit peu indépendants et très différents d'architecture. Donc on a en fait on avait 4 sites à installer en système de suivi climatique très différents, et ce qui a permis en fait de pouvoir développer un projet qui pourrait étendre à d'autres bâtiments patrimoniaux de la ville de Marseille. Notamment, nous avons 12 musées classés musées de France à Marseille, plus des salles d'exposition, plus des bibliothèques, des services d'archives, etc. Donc c'est quand même un besoin qui était important, et c'était intéressant de pouvoir disposer d'un système qui pouvait être étendu à d'autres bâtiments patrimoniaux. Donc les musées de Marseille, en fait, oui, je vous ai dit 12 musées, mais en fait, ça dépend comment on les compte. En fait, c'est 9 musées de France. À peu près 100 000 notices, mais évidemment beaucoup plus d'objets que ça. 26 magasins sur le site de Gay-Lussac et 5 sur le site de la Belle de Mai, pour une équipe globalement de 5 personnes pour s'occuper de ça. Donc ça fait beaucoup. On ne pouvait pas, évidemment, installer de... Alors voilà comment on fonctionnait avant. On avait d'une part des psychromètres à cheveux, pas dans tous les magasins. On ne pouvait pas se permettre de faire des relevés quotidiennement, plusieurs fois par jour, donc on le faisait un peu de temps en temps, puis quand on rentrait dans un magasin, on regardait. Et sinon, on passait par la GTC, une très très vieille GTC qui avait été installée quasiment au début de l'installation du site, il y a 20 ans, qui nous donnait des résultats partiels, des résultats en plus partiellement faux, puisque nous avions des mesures de soufflage et d'insufflation, mais pas vraiment ce qui se passait au cœur des magasins. Voilà. Et puis surtout, donc, on était dépendant de ce système, et on voulait avoir un système complémentaire qui pouvait nous alerter aussi en cas de dysfonctionnement, comme l'a dit Jocelyn, des sondes de la GTC. Donc on a commencé un petit peu ce projet à y réfléchir fin 2022, début 2023. On nous a prêté des capteurs en LoRa, et donc on a pu faire quelques tests comme ça avec juste 2 capteurs, une passerelle, et on les a emmenés de site en site, alors chez nous, au muséum, au centre de la Vieille Charité, pour voir comment ça fonctionnait. On était super contents parce que c'était hyper simple. On branchait la passerelle, on mettait nos capteurs, et un quart d'heure après, on avait des mesures. Donc pour nous, c'était vraiment magique. Et ça passait à travers les gros murs, et ça passait partout, et ça passait loin. Donc je vous expliquerai d'ailleurs comment ça fonctionne. Voilà. Donc en 2023, on a eu plusieurs réunions préparatoires pour d'abord définir les objectifs, ce qu'on voulait. Donc ce qu'on voulait, c'était évidemment une conservation et une protection optimale des items patrimoniaux. Je ne vais pas tout vous détailler ce qui est à l'écran, hein, mais bon, voilà, on veut des mesures fiables, comme tout le monde. On veut gagner en efficience, puisqu'on veut gagner du temps en suivi climatique. On veut aussi répondre aux exigences des prêteurs, qui nous demandent évidemment des courbes sur nos espaces d'exposition. On veut une uniformisation des outils, pour que ça soit beaucoup plus simple à la ville de gérer, pas que chacun ait son propre système. On veut un système personnalisable et simple d'utilisation, parce qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps là-dessus, on n'a pas que ça à faire. Et on voulait vraiment que ça soit personnalisable, qu'on ne soit pas contraint par une ergonomie proposée par un prestataire. On voulait quelque chose d'évolutif et d'interopérable.
C'est-à-dire qu'on veut un système qui pourrait être évolutif et pas seulement au niveau... C'est-à-dire qu'on voulait un système qui ne nous donne pas que des mesures climatiques. On y reviendra après. Donc un système avec des fonctions élargies et notamment, éventuellement, des fonctions de protection rapprochée des œuvres ou de contrôle d'accès. On voulait faire des économies d'énergie, aussi bien au niveau des capteurs et surtout de l'équipement de systèmes de climatisation, sachant que nos réserves de la Belle de Mai sont un des sites les plus énergivores de la ville de Marseille, que c'est un site qui est repéré au niveau du service d'économie d'énergie de la ville comme un site prioritaire. C'est pour ça que là, on vient de tout passer au LED, par exemple, et qu'on a vraiment... là, on est en train vraiment de réfléchir vraiment à toute la réflexion du système climatique et que ce système-là doit permettre de guider les techniciens et les ingénieurs qui vont réfléchir à tout ça. Sachant que notre site, donc la clim a 20 ans, un peu plus même, et évidemment, elle est vieillissante et elle avait des problèmes déjà dès le début. Donc voilà, là, on veut vraiment essayer d'améliorer les choses. Et on veut un système pérennisé dans sa maintenance. Donc quelque chose de sûr, de robuste. Peut-être pas comme les capteurs Trotec, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc, on s'est dirigé vers une solution connectée. Pourquoi? D'abord pour répondre à la besoin de visualisation à distance. On a 2 sites, nous. Moi, je ne peux pas être sur les 2 sites. Je ne peux pas faire la navigation sans arrêt sur les 2 sites. Il faut un quart d'heure, 20 minutes entre les 2 sites, donc ce n'était pas possible. On voulait des fonctionnalités d'alerte pour réagir rapidement en cas de problème, notamment sur les sites un peu éloignés. On veut un enregistrement et une historisation des données pour permettre de faire des analyses, justifier la maîtrise des conditions de conservation. Donc, on se dirige logiquement vers une solution connectée. Pourquoi une connectivité sans fil? Donc, d'abord, c'est pour répondre à des contraintes d'installation. On a besoin d'un mode de connectivité qui va pouvoir s'adapter à un bâtiment ancien, éventuellement classé MH, sans être embêté parce qu'on ne sait pas, on n'a pas le droit de percer des trous. On a des salles qui contiennent des objets fragiles ou difficilement mobiles. Donc on peut pas, enfin, il faut des capteurs qui sont simples à installer, on ne peut pas tirer des fils tout autour des objets. Dans les salles d'exposition, il faut pouvoir installer vite le système pour pas que la salle soit indisponible pendant un certain temps. Et puis pour ne pas agir aussi sur la scénographie. Donc voilà, il faut aussi pouvoir modifier facilement l'implantation des capteurs, par exemple dans une salle d'exposition quand on va modifier la scénographie. Il faut pouvoir les déplacer facilement. Il faut vraiment un système qui est très évolutif dans les besoins de mesure. Donc les différentes technologies LoRa. Qu'est-ce que le LoRa? Vous voyez, c'est une technologie sans fil, mais des technologies sans fil, il y en a des kyrielles. Donc, par exemple, tout le monde connaît la 5G, la 4G, la 3G. Hein. Et là, on a un petit schéma sur la gauche qui va vous indiquer la portée des ondes en bas. Donc, des technologies sans fil, on pouvait avoir des ondes qui vont aller jusqu'à 1 mètre et d'autres qui vont aller jusqu'à 10 km. Maintenant, verticalement, vous allez avoir le débit de données, le taux de données qui est envoyé par rapport à la consommation d'énergie. Et là, on va se rendre compte que ce qui va le moins loin et ce qui donne le moins de données, ce qui transporte le moins de données, mais ce qui consomme le moins d'énergie, par exemple, ça va être le RFID. Ce qui consomme le plus d'énergie, qui envoie le plus de données le plus loin possible, ça va être la 5G. Et puis le LoRa, vous le voyez, il est tout en bas, c'est-à-dire qu'il envoie des données très très loin. En terrain libre et découvert, ça peut aller jusqu'à 8-10 km. Par contre, il ne va pas transporter beaucoup d'informations, mais ça ne va pas consommer beaucoup d'énergie. Or, nos données, elles sont très simples, comme on l'a dit. C'est des petites données, c'est rien du tout. Une température, une hygrométrie, c'est rien du tout. Donc ça nous convient bien, le LoRa. Ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, donc on va économiser en piles, en maintenance, pour remplacer les piles. Et par contre, ça va envoyer les données très loin, et comme on a des sites très espacés, ça nous intéresse. D'autant plus que sur ces sites, on n'était pas équipé en Wi-Fi. Et que la Wi-Fi pouvait potentiellement être un peu compliquée à installer parce que, par exemple, on a un entrepôt avec beaucoup de métal, et puis même dans les réserves, on a beaucoup de métal.
Les grilles à tableaux, tout le mobilier métallique, les armoires et tout ça, c'est beaucoup de métal. Les planchers qui sont renforcés par du ferraillage, c'est du métal. Tout ça, c'est des possibles interférences. Donc le Wi-Fi nous semblait pas vraiment adapté. Donc les avantages du LoRa, c'est la longue portée, jusqu'à 15-20 km même, je vous dis, en zone rurale. Donc ça va très loin. Très faible consommation d'énergie. Bon compromis coût-efficacité des infrastructures, c'est-à-dire que le déploiement de l'infrastructure est relativement simple, rapide. Ça ne demande pas de gros moyens, de grosses antennes, par exemple, comme la 5G. Et puis, la bande d'utilisation est libre, est relativement libre. Ce n'est pas une bande qui est très utilisée par beaucoup d'utilisateurs qui envoient des radiofréquences. Et on peut déployer un réseau privé sans payer de licence, sans passer par un opérateur qui nous fait payer l'accès à ce réseau. Quel type de capteur on voulait? Alors on en voulait beaucoup et on en veut même encore plus. Donc des capteurs de température et d'humidité, des capteurs de température et d'humidité avec une sonde déportée pour les congélateurs, possiblement une station météo d'extérieur, un détecteur d'inondation, un capteur de CO2, un capteur de polluants, des coves, capteur de lumière, capteur UV, détecteur de mouvement, détecteur de choc et de vibration, détecteur d'ouverture de porte ou de vitrine, comptage de personnes, poste de travailleurs isolés, PTI, etc. etc. On peut en avoir, d'autres exigences, et je sais en avoir. J'ai de l'imagination. Donc voilà, tous les avantages du LoRa, c'est que en fait, on peut avoir vraiment une infinité de capteurs. C'est une technologie qui est très employée dans l'industrie, par les industriels. Donc, il y a des catalogues sur Internet. Vous tapez LoRa, IoT, LoRa, et vous avez des tonnes de catalogues avec des tas de capteurs de toutes sortes. Et ça sert donc à plein de choses. Donc, dans l'industrie, ça sert aussi, plus intéressant pour nous, pour la collectivité de Marseille, ça sert à faire ce qu'on appelle de la smart city, de la smart building ou de la smart energy, c'est-à-dire aider à faire des économies d'énergie en raccordant ce système d'information, par exemple à la GTC ou la GTB. Donc ça permet de piloter un environnement bâtimentaire ou de la ville. À la ville de Marseille, par exemple, ça sert à faire de l'arrosage des parcs et jardins. Ça peut servir aussi à faire de l'allumage de réverbères, en fonction de la luminosité. Voilà. Donc ça sert à tout un tas de choses, contrôler la qualité de l'air, etc. Donc ça intéressait la ville aussi de développer ce LoRa au sein de la ville parce que ça permettait de développer tout un tas d'autres fonctionnalités à l'échelle de la ville. Les limitations du LoRa. Bon, évidemment, ce n'est pas magique, donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu bloquantes. Donc le débit limité, on ne peut pas envoyer n'importe quoi, on ne peut pas envoyer de vidéo. Il y a une latence élevée. Alors, il faut nuancer. C'est-à-dire que normalement, la bande, elle est libre, mais on ne peut pas surcharger, envoyer des données en continu, par exemple. On ne peut pas envoyer toutes les secondes ou toutes les 5 minutes. Parce que sinon, ça surchargerait un peu les capteurs. Donc, forcément, on va avoir des données toutes les 10 minutes, 15 minutes ou plus. Mais nous, ce n'est pas très gênant dans notre cas. Ça peut être sensible aux interférences radio à cause de ce partage du spectre et ce partage des ondes, parce qu'en fait, les passerelles, elles retransmettent un petit peu tout ce qu'elles captent. Pas forcément, c'est-à-dire que nos passerelles à nous vont capter aussi des ondes qui viennent potentiellement d'autres capteurs, d'autres usagers. Elle ne saura pas quoi en faire, nous on ne saura pas quoi en faire parce qu'il faudra les décoder, mais potentiellement elle les capte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux installer les passerelles à l'intérieur, au sein des sites, pour minimiser le risque de redondance, c'est-à-dire que les passerelles chopent des ondes qui viennent parasiter d'autres, en provenant d'autres usagers. Donc c'est vrai que quand on envoie les capteurs, des messages toutes les 10 minutes, on ne peut pas s'en servir par exemple pour faire de la détection incendie, où là il faudra tout de suite une alerte. On ne peut pas faire vraiment de la télésurveillance parce que il faudra réagir tout de suite. Par contre, il y a quand même des capteurs, parce que le principe du capteur, c'est qu'il s'endort et puis il va se réveiller à une fréquence donnée, on lui dit, et il va envoyer la mesure.
Mais il y a d'autres capteurs qui vont fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'ils vont dormir. Par exemple, je prends un capteur d'inondation. Il ne réagit pas tant qu'il n'y a pas d'eau. Mais il a 4 petites électrodes, et dès que de l'eau rentre au contact avec ces électrodes, automatiquement, il va envoyer le message. Pareil pour un détecteur d'ouverture de porte. Donc, il faut nuancer. Il y a une latence, mais il y a des capteurs qui peuvent quand même envoyer une information immédiatement, et de façon très rapide. Donc, description du projet. On a, comme je vous l'ai dit déjà, on voulait un système pour nous permettre de faire le suivi de conservation de nos collections et potentiellement aussi l'étendre à la protection rapprochée. La solution à mettre en œuvre, on s'est dirigé vers du LoRa et le LoRaWAN. Et au début, on pensait se lancer dans un marché. On avait commencé à rédiger un cahier des charges pour rédiger un marché. Donc, nous, on avait donné nos exigences par rapport à la conservation des œuvres. Et la DSI, elle, s'occupait de la partie informatique. Et là, franchement, c'est coton. C'est vraiment un travail d'informaticien pour rédiger un cahier des charges dans ce domaine. Moi, je ne comprends rien du tout. Et nos super informaticiens qui ont fait du benchmarking ont cherché un petit peu partout pour bien connaître à fond ce système des IoT, du LoRa et du LoRaWAN. Et ils nous ont dit, écoutez, on a regardé et en fait, on a une solution, on pourrait passer par une centrale d'achat, ce qui nous éviterait de passer par un marché public. Au marché public, vous imaginez bien que c'est tout de suite 1 an, voire plus, voire beaucoup plus. Et là, système de plateforme d'achat, c'était beaucoup plus rapide. Donc, cette plateforme d'achat, c'est le RESA, qui est une plateforme d'achat qui, à l'origine, était dédiée au milieu hospitalier, donc pour acheter du matériel pour les hôpitaux et les cliniques. La ville de Marseille était déjà adhérente de cette centrale d'achat, justement pour les parcs et jardins, pour ce type de capteur IoT. Donc, on avait déjà un pied, entre guillemets, dans cette centrale d'achat, ce qui accélérait encore plus la capacité d'acquérir ce matériel rapidement. Et on s'est dit, oui, pourquoi pas, quoi. Et depuis, ce fournisseur propose aussi ce même matériel sur l'UGAP. Donc maintenant, ça fait même 2 possibilités de fournisseurs via une centrale d'achat. Donc le déroulement et le coût du projet. Au total, on a 189 capteurs, 6 gateways, c'est-à-dire les passerelles dont on vous a parlé tout à l'heure, pour un total de 90 000 € pour équiper 4 sites. Pour 2 ans, parce qu'il y a les histoires de maintenance, etc. Donc en 2023, on a fait du sourcing, on a fait un test, on a choisi le RESA. En janvier 2024, on a passé la commande. Il y a eu un petit peu de difficulté parce que justement avec les parcs et jardins, on avait du mal à rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont ce qu'on appelle chefs de file à la mairie de Marseille. Donc on est obligé de s'adresser à eux pour leur demander l'autorisation d'émarger sur leur marché. Et au début, ça a été un petit peu long, puis après, ça s'est très bien passé. Et donc, mi-mai, mi-juin, on a commencé à installer le matériel. Ça a été vraiment super rapide. En une journée, c'était fait. Voilà, mi-juillet, je crois. Et puis, en septembre, moi, j'avais tout paramétré, sachant que donc c'est vraiment la solution qu'on a eue. Donc, alors voilà, il y a le détail du coût. Vous voyez, donc 36 000 € pour les 190 capteurs et les 7 gateways. D'ailleurs, il y a ici 6 ou 7. 11 000 € pour le déploiement, c'est-à-dire l'installation sur les différents sites. 12 000 € pour la maintenance sur 2 ans. 3 000 € pour l'utilisation de RECA en SAS, c'est-à-dire l'accès à l'application via Internet pour 2 ans. Et 27 000 € pour le paramétrage, l'intégration et l'accompagnement du projet. Donc là-dedans, il y a quand même des charges fixes qu'on ne repérera plus, même si on étend le système à d'autres sites. Par contre, il y a une partie d'abonnement qu'il va falloir renouveler. Donc, voilà comment ça s'est passé. Bon, pour la partie matérielle, c'est-à-dire les capteurs, les passerelles, c'est la société Sogetrel, donc, qui est le fournisseur à qui on a acheté concrètement le système sur la plateforme RECA. Sur la plateforme RESA. Sogetrel nous a proposé, après 2 sous-traitants
pour la partie application logicielle, interface de supervision, donc la partie logicielle vraiment, on avait le choix entre Rekea et un autre prestataire, je ne sais plus lequel c'était. On a choisi Rekea parce que c'était la plateforme avec le système le plus ouvert, c'est-à-dire que vraiment l'application et les tableaux de bord, c'est moi qui les fais. Eux, ils nous font une ébauche, et encore, c'est pas obligé. Et on peut faire autant de tableaux de bord qu'on veut, on paramètre toutes les alarmes comme on veut, les alertes, les alarmes, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et c'est super simple. Donc voilà en gros ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si on voit la flèche à l'écran. Non, on ne voit pas la flèche. Donc en bas à gauche, vous avez la passerelle avec sa petite antenne. Là, elle est raccordée par une prise RJ45, c'est tout. On peut aussi la brancher simplement sur une prise de courant. Et là, on va passer par contre plutôt par un opérateur type Orange, ou, je sais pas, pour se connecter au réseau LoRaWAN. On peut aussi, dans certains cas, mettre une carte SIM pour passer par la 5G, suivant les différents secteurs où on est, si on n'a pas de baie informatique et de possibilité de se connecter en RJ45. Sur la droite, vous avez les capteurs. Alors là, bon, les capteurs, je vous ai dit, ils ont différents types. Bon, la plupart de nos capteurs sont tout simples. Ils sont gros, ils font, je sais pas, 7 cm de côté. C'est des rectangles, puis 2 cm d'épaisseur à peu près. Et là, ils font tous deux bases. Ils font humidité, température, lumière. Et on peut rajouter des couches supplémentaires sans que le capteur ne soit plus gros. On peut rajouter les coves, les CO2, je ne sais plus, enfin, ouais, à peu près, c'est ça. Voilà. Donc, dans certaines salles qui potentiellement risquaient de dégager des polluants, par exemple les textiles, on a une réserve de textiles contemporains, je trouve qu'il y avait une odeur à chaque fois, puis on sait que les textiles contemporains ont tendance à se dégrader. Donc, je voulais voir s'il y avait des taux de COV plus élevés dans cette réserve, donc j'ai mis un capteur COV. Voilà, on a mis des CO2 dans certaines salles où on est nombreux. Ah oui, d'accord, j'accélère. Donc voilà les tableaux de bord, par exemple, avec une courbe. Et puis à gauche, vous avez la dernière mesure envoyée. En bas, d'autres courbes, c'est l'humidité, la lumière. Donc. Ça, c'est un tableau de bord que j'ai fait pour l'ingénieur, le climaticien qui est sur notre site et qui avait besoin de choses très simples avec juste le numéro de sa CTA et puis la donnée. Voilà. Hop. Ça, c'est la présentation des alarmes qu'on paramètre. Alors, c'est sympa parce qu'on peut les dupliquer. Donc, on peut les faire soit sur un capteur, soit sur un groupe de capteurs. Puis, on peut les dupliquer. Donc, c'est plus facile à programmer. Après, il n'y a plus qu'à indiquer quel capteur est concerné. On peut faire de l'export de données, évidemment, sous tableau Excel. Les axes d'amélioration. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est quand même que le projet il a bien rempli son objectif parce qu'il nous permet d'avoir enfin une visibilité sur les conditions climatiques de conservation de nos collections. Il nous permet dès aujourd'hui de faire des économies parce qu'on peut donner des consignes justement à la personne qui est là sur notre site. C'est un prestataire qui est là 5 jours sur 7 et lui dire bah non, là, ça ne va pas, il faut réduire, il faut modifier tel paramètre sur la clim. Donc dès aujourd'hui, on a fait vraiment de réelles économies d'énergie. Ça nous permet surtout d'envisager le chantier de remplacement des CTA et des chaudières, avec vraiment des données sur l'inertie du bâtiment, mais vraiment hyper précises, et comment le bâtiment vit. Il a été répliqué ensuite dans certaines salles d'exposition à la Charité. Donc là, on est en train d'étendre finalement le système aux autres musées en fonction de leurs demandes et des priorités. Les axes d'amélioration, c'est le module de visualisation des données de Rekea qui est limité en termes de fonctionnalité, notamment en termes de statistiques. C'est l'installation de capteurs avec écran pour la visualisation des données dans les réserves. Bon, moi, j'en ai pas trop besoin, mais apparemment, mes collègues, si. La transmission des alertes par SMS, donc ça, c'est la DSI qui est en train de travailler dessus. Et les prochaines étapes, donc c'est le travail avec les équipes data de la donnée de la ville de Marseille pour la valorisation de la donnée et l'enrichissement des rapports, notamment pour nous faire des beaux tableaux Excel comme c'est faire Jocelyn à partir de nos données, mais bon, comme je suis un peu feignante, si nos informaticiens peuvent le faire, ça serait génial. Et puis c'est vraiment continuer de déployer le réseau LoRa privé à l'échelle de la collectivité et tester pour d'autres usages en matière de sûreté, protection rapprochée des œuvres, etc., etc.
Et voilà. Merci beaucoup et merci à Clément. Voilà. Merci à Clément Tessier de m'avoir aidé pour faire cette présentation et pour m'aider pour ce projet. Merci beaucoup Valérie, et désolée, on a pris un petit peu de retard. Donc j'accueille maintenant le dernier intervenant pour cette journée, Stéphane Lemoine, conservateur-restaurateur métal au laboratoire Arcantique, qui va nous parler du musée d'Aubray à Nantes et d'une méthodologie développée pour la collecte des données climatiques dans les espaces d'exposition. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler du cas du musée d'Aubray, récemment réouvert à Nantes. Le musée d'Aubray appartient au département de Loire-Atlantique. C'est une collectivité locale, grosse collectivité locale de plus de 4000 agents qui, au sein de sa branche culture, a une sous-direction qui s'appelle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, qui comporte un service archéologie départemental, le laboratoire Arcantique, dont je fais partie, le musée d'Aubray et des sites départementaux. L'avantage de cette sous-direction, c'est que nous sommes tous collègues d'un même service, ce qui nous permet d'élaborer des projets communs sans limitation de durée théorique. On met toujours une fin à un projet. Mais dans le terme de la surveillance du climat, le projet il doit être continu et constant. Donc nous sommes en Loire-Atlantique, situé à Nantes. J'ai mis un petit bilan climatique de la région nantaise. Vous voyez qu'on est bien en Bretagne avec des précipitations généreuses et une température somme toute relativement douce. Après plusieurs années de fermeture, le musée d'Aubray, situé en centre-ville, dans l'agglomération de Nantes qui compte 680 000 habitants, comporte 3 bâtiments. Le bâtiment d'où est pris la vue, qui est un bâtiment administratif de médiation et qui abrite l'accueil du musée. Au dernier plan, ce qu'on appelle le palais d'Aubray, construction du 19e siècle. Et au premier plan, avec son ajout, le manoir du 15e siècle, très remanié au 19e. Ces bâtiments n'abritent que des collections. Les réserves, elles, sont distantes de 3 km avec les services de la conservation et le laboratoire Arcantique lui-même est distant de 2 km du musée. Donc le palais a été entièrement rénové en respectant sa distribution d'origine. Donc ça fait un peu biscornu comme ça sur 4 niveaux. Il y a un peu de tout, c'est une construction un peu éclectique avec des grands espaces, des petits espaces, des circulations, des grands couloirs, des petits couloirs, il y a un peu de tout. Sur ces 4 niveaux sont exposées des œuvres soit en vitrine, soit sur simèse. Alors, on a l'archéologie au sous-sol, c'est comme ça. Au rez-de-chaussée, grosso modo, l'époque médiévale. L'époque moderne est au premier étage. Et tout ce qui est extra-européen, y compris l'Égypte antique, sous les combles. Donc, vous voyez, les petites flèches indiquent qu'on est avec un plafond voûté au sous-sol et qu'on est sous comble, à l'étage. Donc, les collections du musée sont terriblement éclectiques. Il ne doit manquer qu'une sandale inuite et une météorite. Mais sinon, il y a à peu près de tout. Donc, vous avez des œuvres en vitrine particulièrement sensibles, comme les ivoires, mais également l'argenterie, n'est-ce pas, des tapisseries, des métaux archéologiques, et puis des œuvres qui ne sont pas du tout sous vitrine, comme de la marqueterie ou du mobilier. Le manoir, lui, du XVe siècle, est un espace d'exposition temporaire qui se développe sur 2 niveaux, qui en sont en communication par l'extension qui figure ici à gauche. Il n'y a jamais eu d'exposition temporaire. La première va ouvrir dans quelques jours. Dans le grand principe de rénovation du musée, de ces 2 bâtiments, on considère qu'on a 2 boîtes fermées.
On a 2 boîtes fermées. Le palais, lui, a une dalle active au sous-sol. Il est équipé également de radiateurs pour la régulation de la température et de ventiloconvecteurs. Là, je les ai pris en vue de caméra thermique. Ils soufflent du chaud ou ils soufflent du froid. L'ensemble est régi par un traitement d'air également, qui, pour ces 2 bâtiments, comporte 3 CTA. Vous avez 2 CTA pour le palais. J'ai mis leur débit. Et puis une seule pour le manoir. Mais si vous voyez le débit, vous voyez que c'est une très grosse machine. Ces CTA sont gérés par le service énergie du département qui comporte des interfaces classiques de gestion à distance. Ça a nécessité l'installation d'énormes machineries qui sont autant d'espaces non dédiés à l'exposition. Et, qui plus est, je remets en arrière, qui coûtent annuellement, on a fait l'expérience, ce qui fait que sur plus de la centaine des bâtiments départementaux, le musée d'Aubray est dans le top 3 des bâtiments les plus énergivores et les plus onéreux. Le climat, nous avons choisi de le tester sur toute une année de fonctionnement, uniquement avec des moyens passifs, les moyens actifs étant les CTA et tout ce que je viens de vous présenter, mais en installant une flotte de capteurs. Alors on les a mis ensemble là pour vous montrer que c'est un moyen de comparer leurs valeurs de façon simultanée, comme l'a indiqué Jocelyne tout à l'heure. Donc on a des capteurs à transmission horaire par Wi-Fi. On a également un truc très simple, ce sont des bandelettes qui sont bleues et qui mesurent l'acidité de l'air. Quand elles jaunissent, c'est clair et très acide. C'est un peu le principe du papier tournesol des chimistes. Et ça coûte pas cher. Et puis on a réalisé des petits portoirs, genre de test d'Audi, pour installer des coupons métalliques afin de mesurer la corrosivité de l'air. Sur ces petits portoirs, que vous voyez en vitrine en bas, là, on a installé, alors c'est très simple à faire, c'est du cannelé de polypropylène qui est percé à l'emporte-pièce, ensuite assemblé avec des épingles à cheveux. Bon, on n'a pas une orientation réglementaire de 45 degrés comme dans le test d'Audi, mais on est à 60 degrés. Et on a fait 2 rangées. On a fait une rangée avec des métaux à moitié vernis pour avoir une approche qualitative après un an, visuelle, et une deuxième rangée avec des métaux nus. Chaque pastille a été repérée. Ces 3 dispositifs ont été disposés dans les locaux du musée, soit en salle. Les datalogueurs, par exemple, en salle, ce sont des triangles à rouge pointe en haut. Dès lors qu'ils sont en vitrine, on les met pointe en bas. Comme ça, visuellement, on voit tout de suite ce qui est en vitrine et ce qui est en salle. Ils sont bien sûr dûment numérotés. Et ne serait-ce que le suivi sur un an de tous ces paramètres, ça prend pas mal de temps. Alors, on a choisi une étude générale avant mise en place de gestion active. Voilà des portoirs installés. Donc là, vous avez un portoir, une bandelette, un datalogueur. Ici, au revers d'un socle, un datalogueur également, puisqu'ils ont l'avantage d'avoir une possibilité d'être magnétiques. Le bilan après 12 mois d'ouverture. Eh bien, on voit que l'atmosphère est un peu acide. Les bandelettes n'ont été disposées que dans des vitrines et pas dans des espaces libres. L'épaulement ont un effet évident. On le voit ici en haut à gauche sur un coupon d'argent qui s'est terni. L'autre moitié vernie, évidemment, ne s'est pas ternie. Donc, par rapport à des témoins, on a effectué des... Alors, vous avez ici un exemple de témoin et puis de prise de vue. Ici, vous voyez que l'argent n'est pas du tout terni après 12 mois, et dans ce cas-là, il est totalement noirci. Donc, on a des polluants, mais pas régulièrement dispersés dans le musée. Donc, ça a montré, cette étude sur les polluants, qu'on a une bonne efficacité de protection de l'argent. En effet, l'argenterie que vous avez pu voir en vitrine a été vernie et cirée, et effectivement, elle n'a pas terni. En revanche, on avait fait le choix de ne pas protéger les monnaies en argent, qui, elles, ont logiquement terni.
Au niveau de l'archéologie, on a noté quelques reprises de corrosion sur des cuivreux, donc au sous-sol. Et on a effectué des mesures de colorimétrie. Alors ça, ce sont d'autres objets qui montrent bien qu'on a, en fonction des espaces, une oxydation, on peut dire, plus ou moins prononcée. Les mesures, on a voulu quantifier ces ternissures en utilisant une résistance à la polarisation. Un métal, dès lors qu'il s'oxyde, il conduit moins bien l'électricité. Et donc, on effectue des mesures pour voir si... pour quantifier cela. Donc là, vous avez toutes les courbes les unes sur les autres. Et là, les flèches rouges indiquent effectivement des pics de réduction qui témoignent d'une oxydation et sur l'argent, et sur le cuivre, et sur le plomb. Voilà d'autres exemples. Alors, la flotte de capteurs que nous avons choisis, ce sont des capteurs de chez Testo, de marque Saveris 2. Je n'avais jamais expérimenté ce système. Le prérequis, c'est qu'il faut une bonne installation Wi-Fi à l'intérieur du musée, ce qui était le cas puisqu'il a été rénové. On a une très bonne couverture. Toutes les données collectées sont envoyées sur un cloud que l'on peut interroger depuis n'importe quel ordinateur, téléphone ou tablette, pour peu qu'on ait le mot de passe. Et ce, partout dans le monde, pour peu qu'il y ait Internet. Ça peut être à Arcantic, donc à 2 km du musée, comme ça peut être ailleurs, très très loin. L'interface est très facile. Moi, je n'avais jamais bossé avec ça. Mais on peut déclarer, comme il a été dit, des seuils hauts et bas. S'ils sont dépassés, on est averti. Et ça transmet des alarmes par email ou sur téléphone. Mais ça, je ne veux pas mélanger le téléphone et le climat du musée. Donc, ça demeure par email. Et on peut paramétrer des rapports automatiques, journaliers, hebdomadaires, mensuels, comme on veut. Ce qui est important dans ce système, et on peut accéder à tout ce système de gestion par cette adresse, c'est qu'en fait, le nombre d'utilisateurs n'est pas limité. Théoriquement, on est borné à 10 utilisateurs, mais pour peu que vous déclariez une adresse email sur une boîte morale, la boîte climat.musée, etc., eh bien, n'importe quel agent du département, il y en a 4000, pour peu qu'il ait la boîte morale, peut accéder au système. On a quand même conservé 2 adresses perso pour les administrateurs, que je suis, et ma collègue Jeanne Schiner également. Donc on a voilà, un type de rapport automatique qui ne nous sert pas à grand-chose. Beaucoup plus intéressant, ce sont les fichiers CSV que l'on stocke et que l'on récupère, qui indiquent bien sûr température et humidité H24 toutes les heures. Bon, en grande conclusion, c'est que le manoir, qui est une expo temporaire vide, tous ces espaces ont un comportement strictement identique, au degré près et à 5% d'humidité près. C'était parfaitement homogène. On en avait mis 4 capteurs, on n'en a laissé qu'un parce que tout est pareil. Et alors, pour ce qui est du palais, eh bien, le palais il se comporte comme un immeuble haussmannien, avec une cave et un grenier. Le sous-sol est un peu trop humide, mais très stable en température. Les 2 niveaux, rez-de-chaussée et premier, sont très stables. Et puis, il fait chaud au grenier. Voilà, c'est comme partout. Néanmoins, là aussi, comme dans le cas du manoir, les courbes ont des profils tout à fait identiques. Donc, on a vraiment quelque chose de très homogène, sauf pour une salle. Concernant l'efficacité des vitrines, je vous ai dit qu'un capteur en vitrine, c'est un triangle pointe en bas. Bon, on voit que les températures sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur de la vitrine et que les humidités varient beaucoup moins dans la vitrine qu'à l'extérieur, ce qui est assez logique. Là, je vous ai mis les 2 courbes bleues surimposées. Donc, les vitrines remplissent leur rôle d'amortissement des variations climatiques, au moins pour l'humidité. L'exploitation des données a été faite grâce à ce génial outil informatique développé ici au C2RMF, qui est Climatrice. C'est un système simple qui fait gagner énormément de temps. Il est paramétrable et il est très simple. Merci encore au C2RMF. Alors, avant de glisser toutes ces valeurs, parce que ça représente quand même 350 000 valeurs, si on fait un enregistrement toutes les 20 minutes, ce qui n'est pas le cas, on le fait toutes les heures, ça fait près d'1 million de valeurs à manipuler.
Mais, donc 350 000 valeurs, il faut un peu bricoler, et encore je crois que j'ai réussi à trouver la parade, les formats d'ATE pour pouvoir les entrer dans Climatrice. Mais je crois que j'ai trouvé le truc pour le faire facilement. Et voilà ce que nous pond Climatrice. Eh bien, il nous pond les valeurs de température, humidité, graphique très intéressant, qui illustre la plage de conformité climatique qu'on a définie. Ici, un rectangle vert. Et on voit les valeurs plus ou moins dans ce rectangle vert. Les valeurs qu'on a retenues comme plage climatique sont relativement larges. C'est du biseau à la mode bretonne un peu. 45, 65, 16, 24. Voilà. Moyennant quoi, en ayant déclaré ces valeurs, eh bien, on a les profils climatiques sous forme de graphique boursier. Et un truc qui est super intéressant à mon goût, c'est les courbes de variation par 24 heures. On en a parlé ce matin. J'ai beaucoup de mal avec ça encore. Donc, on peut calculer le taux de conformité, hein, c'est ce qui vient d'apparaître en bas, par rapport aux valeurs cibles. Là, bon, c'est un autre taux de conformité, c'est l'intérieur de la vitrine. Et puis, cette pièce pose un petit problème quand même, parce que elle est tout au nord, elle n'est accessible que par une porte étroite, et il y a une issue de secours. Ce n'est pas très étanche à ce niveau-là. Et donc, les profils relevés dans cet espace, eh bien, d'accord, on est dans les valeurs cibles, c'est pas mal, mais les variations, on est entre 5 et 25% d'humidité par 24 heures. Et c'est de la marqueterie. Donc, il y a un petit souci quand même. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant ces histoires de variations journalières. Question, quel pourcentage peut-on véritablement tolérer? On nous parle de 10%, de 5% par 24 heures. Moi, je ne sais pas. J'ai cherché vraiment des expérimentations crédibles là-dessus, un peu poussées. Je n'ai pas énormément cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et ça, il faudrait vraiment se poser la question, si ce n'est pas déjà fait. Hein. En conclusion, le climat est généralement, globalement, très satisfaisant sur 12 mois. Les traitements d'air sont corrects, même si très coûteux. On a un souci de pollution et peut-être de cove, parce que j'ai appris que les CTA n'étaient pas équipés de filtres anti-pollution. On est dans une atmosphère urbaine, donc on brasse de l'air pollué que l'on retrouve dans les vitrines. Mais les vitrines remplissent ce rôle quand même. Donc, un autre truc important à mon sens, c'est que les systèmes de traitement d'air favorisent, ils sont énergivores et coûteux, mais ils sont surtout considérés par les services d'énergie pour le public, pour le confort du public, éviter l'accumulation de CO2 dans l'air et avoir un taux de renouvellement d'air normé qui est de je ne sais plus combien. Et donc ça, c'est leur préoccupation majeure. Les œuvres, le souci des œuvres passe après. Donc la gestion des données est extrêmement fastidieuse dans l'implantation, le choix des noms. Christine l'a dit, il faut tenir des journaux pour savoir qui fait quoi, qui ouvre la porte pour accueillir un camion, qui met en route les CTA, etc. Il faut vraiment tenir et partager un cahier. Et la notion de partage est très importante. Je ne peux pas être le seul sachant de l'affaire, parce que quand je suis en congé, il n'y a plus personne. Donc il faut vraiment partager. On partage avec la conservation du musée et à l'intérieur de l'équipe. Comme ça, il y a subsidiarité des actions. L'avantage d'une surveillance constante, c'est qu'on peut programmer des actions et les pérenniser. On est en lien constant avec la régie et les services techniques du département qu'on a sensibilisés au climat dans les institutions patrimoniales. Et le gros truc, toujours, c'est surveiller le climat, ne veut pas dire pour autant le maîtriser. On peut le surveiller, mais on ne peut pas nécessairement le maîtriser, hélas. Dans les perspectives, et ça c'est la fiche de l'exposition qui se tiendra à partir du 7 octobre au Manoir, eh bien, on va installer des dispositifs de purification d'air, installer du Prosorb ou du gel de silice ou autre chose, du carbonate de potassium ou encore autre chose dans différentes vitrines, installer de nouveaux coupons métalliques, refaire des mesures après 1 an. Et on va essayer de maîtriser les coûts énergétiques en élargissant peut-être encore les valeurs cibles, c'est une piste. Et on va, à partir du 17 octobre, évaluer l'espace d'exposition temporaire. D'ores et déjà, l'exposition temporaire
Vous voyez la ligne bleu clair, eh bien, c'est un capteur qui a été posé dans une vitrine et on est à 50% d'humidité relative et ça ne bouge pas du tout. Voilà. Et donc tout ce système nous autorise à faire des petites expériences en interne également. On verra ce qui fonctionne moins bien. Alors moi, à l'origine, je suis restaurateur-conservateur de métaux. Je ne suis pas du tout climaticien ni quoi que ce soit, mais j'ai un goût certain pour l'affaire. Et ça représente quand même pas mal de temps. Ça me représente pour moi 2 semaines cumulées par an, temps plein. En dépouillement, en rapport, en contrôle, ça prend quand même pas mal de temps, mais je ne suis pas tout seul à le faire. Des gens de la régie du musée peuvent le faire aussi. Je remercie bien sûr ces derniers, le service conservation du musée d'Aubray pour leur implication, les membres également de l'équipe Art Quantique et en premier chef, ma chef de service Jeanne Chinard qui copilote le projet avec moi, ainsi que les membres de l'équipe qui réalisent les photos, les mesures de corrosion et les mesures de colorimétrie. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle? Je sais qu'on est un peu en retard, vous êtes peut-être un peu fatigués. Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question justement sur la réflexion par rapport au coût de l'installation climatique. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus pour faire des économies d'énergie ou voilà, où on considère que comme tout fonctionne correctement, ça nous va? Ils ont évalué les coûts à 1 an. On va voir ce qui va être pris comme mesure. Ça devrait se jouer d'ici la fin de l'année. On va déjà voir comment tourne l'exposition temporaire avec son énorme CTA de 13 000 m3. Et est-elle vraiment utile? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire, je ne sais pas. J'ajouterais concernant les capteurs Testo Saveris, là, leur implantation, leur déclaration, leur paramétrage, pour les vins, ça m'a pris une matinée. C'est rien du tout. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu 2 questions en ligne. Alors, la première qui s'adresse à Christine. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais vous aurez peut-être quelques éléments. Donc, c'est une question de Marie Jacquier du Musée de la Résistance en Bretagne. Pourquoi avoir conçu des réserves en sous-sol, sachant que le risque radon était de niveau 3 à cet endroit? Donc, effectivement, en Bretagne, ça les intéresse. Mais non, ouais, bon. Merci. Normalement, il y a des solutions architecturales pour régler le radon, mais il y a aussi une question d'inertie climatique. Et quand on peut, et je pense à un CCE qui vient d'être inauguré, notamment celui de Besançon, il y a une partie des réserves qui sont enterrées parce que ça favorise l'inertie climatique. Mais effectivement, après, c'est l'humidité à gérer, et s'il y a du risque de radon, c'est aussi ça à considérer. Merci beaucoup. Et j'ai eu une autre question qui s'adresse plutôt à Jocelyn, qui est en plus en relation avec la communication que tu as faite tout à l'heure, qui est arrivée pendant la pause. Donc, suite à l'intervention de Jocelyn sur la fréquence de collecte des données climatiques, donc un pas de mesure de 30 à 60 minutes pour les appareils automatiques, qu'en est-il des dispositifs de mesure manuels? Existe-t-il une fréquence de relevé recommandée ou de bonnes pratiques spécifiques pour assurer la fiabilité et la comparabilité des données? Non, effectivement, comme on l'a évoqué, de la même façon, effectivement, et comme le disait aussi Christine, dès le moment où on dépasse, enfin, justement, on n'a pas une donnée suffisamment récurrente dans la journée, en fait, on va perdre les fluctuations, puisque les fluctuations, ça peut arriver en quelques minutes, ça peut arriver. Donc, plus on aura des données, mieux ce sera. Et donc, forcément, les affichages manuels ou les relevés manuels, cela impliquerait au moins de venir devant chacun des capteurs quotidiennement, venir
Et effectivement, et les week-ends et les nuits, effectivement. Et donc, ça impliquerait qu'on rate tous les phénomènes de nuit, d'autant plus que en réserve, il n'y a pas forcément de passage, mais par contre, effectivement, que ce soit le week-end, dans des espaces d'exposition, la journée, il va y avoir effectivement en plus des fluctuations. Et, or, le week-end, il n'y a pas les agents qui vont pouvoir venir sur place pour vérifier, alors qu'il y a beaucoup de public et du coup, forcément, plus d'humidité, plus de chaleur. Donc, en fait, la mesure manuelle ne pourra pas être performante. En tout cas, on va échapper. Et limite, c'est peut-être contre-productif, puisque avec une mesure, on va se dire, si on mesure le matin, on fait un relevé le matin, ou bien 5 relevés dans la journée, et qu'on voit à chaque fois 50%, ou en tout cas de la même mesure, on va établir que c'est très stable, sauf qu'on manquera, comme tu le disais Christine, on manquera la nuit, il manquerait le week-end, et en fait, on passerait effectivement aussi entre deux mesures, toutes les fluctuations liées au passage. Donc on part du principe qu'une mesure manuelle, une lecture manuelle spontanée, ponctuelle, n'est pas forcément la plus adaptée, et qui, effectivement, compte tenu des prix maintenant des capteurs, notamment effectivement des autres différents capteurs et des capteurs enregistreurs, effectivement, on peut se décharger sur leur emploi. Donc, effectivement, plutôt des capteurs enregistreurs pour avoir des données fiables et exploitables. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et questions dans la salle? Oui, Valérie. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Ce qui est intéressant aussi dans le paramétrage des alertes, c'est quand on peut vraiment en paramétrer de façon quasi illimitée, enfin un grand nombre et pas être limité, et surtout les paramétrer sur au moins 2 valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour les paramètres d'alerte de niveau hygrométrique trop élevé, moi j'ai paramétré à partir de 65%, mais pendant 24 heures. Parce que si je mettais à 65%, j'en recevrais plein. Donc là, ça commence à être un peu embêtant quand c'est pendant 24 heures. Et puis j'ai mis une autre alerte à 80%, 85%, mais là, pendant une demi-heure. Et j'ai mis dans ce cas-là comme message dégâts des eaux. C'est pas la même chose entre une humidité trop élevée et puis un dégât des eaux. Et là, dégât des eaux, il faut réagir rapidement. Du coup, j'ai mis, un quart d'heure ou une demi-heure de dépassement. Voilà. Donc tu couples la valeur atteinte avec une durée, finalement, avec une durée, oui. Ce qui donne une information supplémentaire. Et sur une même donnée d'humidité, j'ai plusieurs alertes, basses, hautes, etc. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, précisions? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve demain au même endroit et à la même heure, à partir de 9h demain matin, pour un démarrage à 9h30. Merci beaucoup, très bonne soirée et à demain.